Livre audio, Jonathan. Nouvelle numéro 2. La folie me guette ou putain de question. Je loge entre les mêmes murs depuis toujours et finalement, à regarder les choses en face, sauf qu'en ce moment je me trouve dans le noir total, donc sans la possibilité de regarder quoi que ce soit en face, les 10 murs ont beau se trouver dans une très belle rue du quartier d'Enge, Kreis 2 à Zurich, et la façade de ma maison disposée de cariatides au-dessus de la porte d'entrée, je n'habite pas les Kreis 6 ou 8 où il faut être, et ces murs n'ont rien de glorieux. Question. N'est-il pas curieux de repenser à des murs dans une situation comme la mienne, c'est-à-dire celle d'un homme ligoté à même le sol? Réponse numéro 1. Non, parce que les murs de chez moi sont en pierre, et l'endroit où je viens de me réveiller m'y a fait songer. Sauf que j'ai ensuite réalisé que la surface froide des parois entre lesquelles je suis prisonnier n'est pas en pierre, comme je l'avais pensé d'abord, mais en verre. Réponse numéro 2. Peut-être est-ce que je repense à ces murs parce que mon cadre de vie à Engue, à l'instar du costume dans lequel on m'a attaché et que je sens craquer à plusieurs endroits, c'est-à-dire un pantalon et une veste taillés pour une silhouette qui ne correspond plus à celle de mon corps actuel, le temps ayant émoussé certaines lignes, certaines disciplines aussi. Tout cela est un poids que je traîne, une stupide fidélité à des années de plus en plus stériles, une preuve vivante, non morte, de ce que j'aurais dû passer à autre chose depuis longtemps. Ou alors, en tout cas, face au constat de ce que je réponds à une question par une autre question, je me souviens que dans ma partie, le journalisme télé, on sait ce qu'il faut penser d'un tel procédé, d'un tel mode de défense de la personne qu'on interviewe. Je suis un homme fatigué, à la garde-robe fatigué. Et comme je deviens quelqu'un de pas clair, je vais reformuler ma première question. Pourquoi repenser à chez soi en un moment pareil? Putain de question. Réponse numéro je sais plus. L'heure du bilan a sonné et revoir mon cadre de vie a constitué un point de départ. Alors bilan. Avec à mon poignet, pour figurer un standing, le chronomètre de marine en platine Louis le Roi numéro 2224, avec un nom parfois encore mentionné dans ce que mon milieu appelle la presse de caniveau, alors que c'est moi qui le provoque en secret afin de faire croire à une réussite qui perdure, ma vie est aujourd'hui un trompe-l'œil, à l'instar de mon quotidien, à l'instar de ces murs sculptés en façade chez moi, ou à l'instar de ce costume hors de prix il y a 10 ans, c'est-à-dire des apparences, des coques vides. Un peu comme ces phrases en ce moment, ces bavardages avec moi-même au lieu d'affronter que, cette fois, il y a des chances pour que j'y passe vraiment. Le fait divers est la chose qu'une ancienne gloire de télé doit éviter, et là je donne en plein dedans, puisque la femme a parlé de me tuer. Possible de faire plus cliché? Réponse, non. La femme a même précisé que ce serait dans 60 minutes. Qui est cette femme? L'on soupire parce que cette question me ramène au point de départ, c'est-à-dire à ma maison. Réponse numéro, on s'en fout. J'ai tout à l'heure songé à chez moi, au Kreis 2 à Zurich, parce qu'autrefois cette femme y est venue, et que, suite à ce souvenir, et de fil en aiguille, c'est tout le cadre de ma drôle de vie qui m'est ainsi remonté. Maintenant que j'ai à peu près répondu à la question pourquoi la maison, il reste à parler de cette femme. Et là, je vais avoir du mal, puisque je me suis toujours interdit de savoir qui elle pouvait bien être, elle et ses congénères. J'ai toujours considéré qu'il existe des garces de haut vol, face auxquelles on a bien raison de s'armer, et puis les autres, qu'on ne prend pas la peine de redouter, dont il faut, c'est une question de survie, ignorer le plus possible. Or, il s'avère aujourd'hui que j'étais dans l'erreur, et qu'on a toujours tort de ne pas considérer que ce sont surtout les chiens de petite taille qui vous mordent. C'est marrant. C'est marrant parce que j'ai beau savoir que j'ai eu tort, allongé, attaché dans le noir, un certain sens de l'élégance face au désespoir qui est l'existence fait que je ne regrette pas d'avoir vécu ainsi, dans l'erreur, d'avoir refusé de considérer cette femme ou les autres. Ce qui est clair en tout cas, c'est qu'on croit connaître son monde et qu'on patauge en réalité dans l'illusoire. Comment m'a-t-elle attaché? De quelle manière a-t-elle fixé mes pieds à cette barre en métal qui me retient allongé sur un sol lisse? Pourquoi un casque audio? Quelle est cette odeur depuis mon réveil? Putain de question, vraiment. La chose en tout cas fait un mal de chien. Où je précise mon mode de vie. En dehors de mes soucis avec l'argent et l'alcool, j'ai toujours eu peur de la nuit. Donc, je vivais la nuit. Il est en outre curieux que si je me laisse jamais approcher de jour, de nuit j'ai toujours écarté les bras comme un enfant puni rejoignant en courant
avant la toute fin d'une récréation passée enfermée dans la salle de classe, n'importe quelle ronde dans la cour d'école, la première venue. Curieux. Autre curiosité. De la même façon qu'à vélo on tombe si on s'arrête, très tôt j'ai pris l'habitude d'un roulement dans celles que j'appelais les amis du moment. Un roulement qui a pu s'emballer à certaines périodes. Sourire. J'étais l'homme qui avance entouré d'une nuée de silhouettes dont chacune, sur son segment d'époque, a eu la charge d'entretenir l'illusion que la valse incessante ne cesserait jamais. Et ça a marché. La dite valse m'a tenu l'âme éveillée des années durant. Oh, je sais bien ce qu'on va penser. Ce n'est pas vraiment au goût du jour, machine qui remplace machine, et à ma décharge pas forcément sexuelle non plus. Mais il se trouve que j'avais besoin de quelqu'un. Que quelqu'un soit présent. Voilà, juste soit présent. Je suis incapable de vivre seul et il me fallait quelqu'un, n'importe qui, voire n'importe qui d'un peu neuf, et sur la fin, de préférence, une personne facilement impressionnable. Les souvenirs me remontent, comme cet instant d'autrefois, quand je travaillais encore, ou avant de quitter la maison pour rejoindre les studios vers 15 heures, j'ouvrais le dressing en épiant un certain regard. Je demandais ensuite à celle du moment, par rituel ou par jeu, de choisir la cravate que je porterais aujourd'hui au journal télévisé du soir. Effet assuré pour elle en famille ou chez des amis que de pouvoir prédire la couleur ou le motif de la cravate du présentateur. Du journaliste, pardon. En ce moment, un mur entier de cravates vieillit dans une pièce de la maison d'Engue, et personne n'ouvre plus jamais la porte coulissante de cette pièce à cause d'un souci de clé, disons les choses ainsi. Tous interchangeables, ces visages pouvaient rester un mois, une nuit ou une heure, mais à la seconde où quoi que ce soit menaçait la féerie, je courais vers une de ces adresses où je savais me perdre, m'éloigner de moi-même et des obligations, fiévreux face à l'impérieuse nécessité de trouver le visage suivant. Fiévreux de moins en moins. Comment faire comprendre à quel point je suis une personne allergique aux responsabilités? Cette fois, la façade de la maison me vient en aide, et plus précisément un élément sous les cariatides, ma boîte aux lettres. Elle constitue le parfait exemple de mon incapacité à affronter le réel. Il faut se figurer que je ne l'ouvre que le 28 de chaque mois, avec une régularité de métronome, et que j'utilise même un panier pour contenir le flot de paperasse. De retour ensuite à la cuisine, je ne regarde que les factures, et le reste est invariablement jeté dans son enveloppe close. Voilà. Je suis ce genre de solitaire qui ne supporte pas la solitude, un anarchiste reclus qui paie ses factures parce qu'il déteste les ennuis. Une vieille gloire, en fait. Une vieille gloire qui n'en finit pas de disparaître. Si je ne me rends jamais à aucune invitation, une ou deux fois par an quand même, j'apparais dans des soirées où il faut être. Elles me sont suggérées par un photographe de presse caniveau que je paie en douce, je l'ai déjà dit. La cellule dans laquelle je me tiens doit se trouver au milieu ou plutôt en bordure d'un certain nombre d'autres. Je viens d'entendre une levée de cris comme une vague de beuglements d'abattoir, et les derniers, sporadiques, ont achevé mes espoirs de sortir vivant de là où je me trouve. Mais revenons au passé. Ma vie pourrait se résumer ainsi. Je n'aime personne, je n'apprécie plus grand-chose, je lis de moins en moins, et je n'ai plus d'appétence pour le voyage sous n'importe quelle forme. Les années ont fait de moi l'homme sans curiosité. Ces 3 derniers mots font songer à un titre d'ouvrage nihiliste. Pour un journaliste, bravo. Depuis que le permis de conduire m'a été retiré à cause de l'alcool, je ne joue même plus à la voiture la plus chère, un des jeux les plus prisés à Zurich. Ma vie est d'un ennui. Quand je me suis réveillé tout à l'heure, la voix de la femme dans le casque semblait étrange. Est-elle devenue dingue, ou l'était-elle déjà à l'époque de notre histoire? Putain de question toujours. Notre histoire, jette ces mots. Si je me remémore ses paroles exactes dans le casque, elle a dit 60 minutes, c'est-à-dire dans 1 heure. Mais avant, tu pourras parler un peu. Pardon, vous pourrez parler un peu. Si j'ai toujours pensé que la folie me guettait, en un moment pareil, je suis déçu que ce ne soit pas de la mienne qu'il s'agisse. Bon sang. Pourquoi, plutôt que ce bavardage avec moi-même, je ne me concentre pas sur les mots à dire pour qu'elle me libère? Il faut que je me souvienne de notre rencontre, de ce que nous avons autrefois vécu, du peu que je sais d'elle. À peu près rien. Je sais au moins que je me suis mal comporté. Et même que ces dernières années, son visage est une ou deux fois remonté à la surface de mes regrets. Dans mon inconscient, jouait-il le vilain rôle de ces hontes majeures que tout un chacun trimballe, comme un virus en quarantaine que l'informaticien de service ne sait pas détruire? Les questions, toujours. Où je raconte. Il y a 7 ou 8 ans de cela, un bar comme celui du Kaufleuten me servait à la fois de salle de bain, de salon, et grâce aux journaux du monde entier, de bureau aussi. J'ai été un des derniers journalistes audiovisuels fidèles au support papier. À la manière d'un bateau faisant du cabotage, je transportais ma clientèle dans quelque établissement à recoins et lumière tamisée,
peu fréquentées à certaines heures, et comme j'avais appris à jongler sur leurs respectives périodes de rush, je pouvais me faufiler d'une de ces adresses à la suivante en m'amusant de ce que la discrétion me soit parfois garantie qu'à 1 ou 2 minutes près. Allongé en ce moment dans le noir, certains souvenirs de cette époque me sont très nets. Mon entrée au studio 5 heures avant le journal, quand j'avais encore mon mot à dire pendant les comités de rédaction. Et ensuite, à 20 heures pile, sur le plateau, ceux parmi les machinaux qui savaient ma dépendance admiraient mon art de donner le change non seulement aux téléspectateurs, mais aussi à la direction de la chaîne, qui ne s'est d'ailleurs toujours intéressée qu'à la courbe des indices d'audience. La mienne parlait aux publicitaires en ma faveur dans une proportion de 1 à 3 par rapport à la concurrence. C'était le bon temps. Revenons à cette femme. La date du jour où j'ai fait sa connaissance est facile à retenir à cause de l'anniversaire de feu de mon père. Nous étions un 10 mai, c'était un vendredi. Je m'en souviens parce qu'il est admis que les audiences sont mauvaises le vendredi. J'étais de mauvaise humeur ce soir-là, même si la météo était splendide et que j'étais sorti de la maison en songeant que ça allait être ma première virée de l'année à avoir un goût d'été. Il devait être 21 heures lorsque, face au lac, à hauteur du Château Rouge, le chauffeur de taxi proposa d'essayer une transversale pour échapper à l'embouteillage. « Vous en pensez quoi, monsieur » demanda-t-il. Il m'avait appelé monsieur, il ne m'avait donc pas reconnu, et souvent j'aime autant. On peut essayer. Mauvaise pioche. À cause de travaux Gotthardstrasse, et la minute suivante on se retrouvait prisonnier d'une file d'auto avançant encore moins vite. Comme je tournais la tête en tentant de ne plus écouter le chauffeur, lequel s'était mis à parler de ses enfants sportifs en pension dans les Grisons, mon attention fut attirée par un de ces bars récemment ouverts et tapageurs, sans doute quelques jouets éphémères de jeunes traders en mal d'investissement. De tels lieux me conviennent mal, mais il me fallait ma dose, celle de l'avant-soirée. Alors sans réfléchir, la soif, je réglai la course et je descendis de l'auto. L'endroit était un ancien garage automobile transformé en bar américain, et à l'instar du décorateur, qui semblait avoir fait les choses à la va-vite, des pneus, une pompe à essence, le chef du personnel, lui, avait dû se contenter d'engager ce qui se présentait, tant le vocabulaire du garçon qui se précipita sur moi sentait les premières semaines d'école hôtelière. Est-ce qu'un simple verre de vin était possible ? Le jeune homme en noir me cita 2 cépages en les prenant pour des origines géographiques. Du chardonnay, un vin autrichien, en blanc, et du gamay, un vin vaudois, en rouge. Soit à peu près rien. Est-il frais au moins votre gamay, soupirai-je. Mais monsieur, c'est du vin rouge. Sans commentaire. La soirée s'annonçait mal. Avant d'appeler le taxi, j'avais lu un message de Lara Jones, la personne avec qui je vivais à cette époque. Et puisque cette dernière jonglait entre les antennes de son agence à New York, Londres et Milan, il semblerait plus exact de dire la jeune américaine qui défaisait parfois ses valises chez moi. Assez court, son texte évoquait un projet spontané de virer au Qatar, lequel annulait, et au dernier moment, à la fois notre soirée et un départ le lendemain matin pour un week-end prévu de longue date au lac de Caume. Contrarié et déçu, je n'en voulais pourtant pas à Lara. Pas besoin d'un dessin. Avancer dans son métier n'est jamais simple, et je n'étais que la vedette d'une chaîne germanophone, de surcroît, quarantenaire en exil dans cette folklorique station que constitue la Suisse. C'est ainsi que mon pays est vu par les gens comme elle et l'ensemble de la jet-set. Bref, je tenais le rôle du moniteur de ski qu'on aime bien tous, mais qui restera en altitude lorsque, les vacances finies, chacun redescendra en ville travailler pour de vrai. En conséquence, je ne pouvais prétendre qu'à une place d'amant de cœur, à l'occasion, et j'avais beau le savoir, ce soir-là mon humeur s'était assombrie. Un vendredi soir, soudain sans personne, me déprimait, à l'instar de la pluie ou des dimanches qui cassent le moral à certains esprits phobiques. Gamay, chardonnay. Attendant ma décision, le garçon dansait devant moi d'un pied sur l'autre. Je déteste le chardonnay. Un bon chardonnay ne vaudra jamais un sauvignon moyen. Et le gamay tiède ne me tentait pas davantage. J'ai beau savoir depuis l'adolescence que je finirais par m'envoyer un jour n'importe quel liquide de batterie, ça n'empêche pas en attendant les principes. Et la maison n'a pas autre chose, demandai-je. Non, monsieur. Le verre au vin est une arnaque, à tout point de vue, mais ceci est un autre sujet. Commander autre chose que du vin ? Il n'en était pas question, jamais en début de soirée. Et puis c'était l'été. Enfin, j'avais décidé que l'été démarrait ce soir-là. Et de surcroît, je ne sais quelle pensée obscure tournée vers la mémoire de mon père m'avait donné envie de vin dès la fin du journal. Je remarquai que le garçon arborait une de ces minuscules barbes taillées géométriquement et qui font penser au tuning automobile, à du tuning humain. Garçon, il va falloir vous débrouiller car je désire vraiment un verre de vin correct, c'est-à-dire autre chose que ce que vous m'annoncez. Monsieur, je vous ai dit, et j'ai bien compris ce que vous m'avez dit. Mais moi je vous dis de vous débrouiller. Allez demander une bouteille de vin
Au bar Flies, un peu plus haut dans la rue, je paierai. Le jeune homme repartit perplexe en direction du bar, et apparemment quelqu'un d'un peu plus professionnel y officiait, car l'instant suivant, ô miracle, je vis apparaître sur ma table une bouteille d'Humagne blanche, fraîche comme dans un rêve. Je serais obligé de vous compter la bouteille. Il l'ouvrit avec le même doigté que le mien s'il m'avait fallu réparer un moteur. Travaillait-il dans ce local avant sa transformation? Et je lui souris tout en cachant mes mains parce qu'elles tremblaient déjà sous la table. Après 3 verres avalés coup sur coup, je quittai les lieux et tout aurait pu s'arrêter là. Mais les jours suivants, et sans doute à cause d'une fascination sordide pour cette boîte qu'en perte de vitesse au studio, je subodorais être à l'image d'un futur possible, je repassais, ce qui permit au moins à l'ami barbu de progresser dans le maniement du tire-bouchon. La bouteille d'un homme seul assis à une table tient lieu de piscine chez vous, c'est-à-dire qu'elle vous vaut des amis. C'est de cette façon qu'entra dans ma vie mon actuelle ravisseuse, qui ressemblait à cette époque plus à une jeune fille qu'à une femme, ni belle ni laide, elle avait le genre étudiante dégourdie, un de ces physiques qui ne font d'effet qu'une seconde. Je cherche en ce moment à me remémorer avec précision ses traits d'alors. D'origine albanaise, sa jeunesse s'était passée pieds nus, et les 10 pieds, qu'elle ne cachait jamais, étonnaient par leur largeur. Ils faisaient penser à ceux d'une créature des bois dans un livre de contes nordiques. C'était là un détail, mais chacun a ses déchirures, et moi, certains pieds me rebutent. J'ai eu un ami qui ne supportait pas d'entendre sa femme mastiquer à table. Moi, ce sont les pieds disgracieux. On s'en fout. Elle fumait sinon cigarette sur cigarette, et, à n'importe quelle heure qu'on la croise, elle avait toujours une boîte d'énergie drink à la main. Je me souviens de mes passages dans ce bar. À la sortie des studios, donc à jeun depuis des heures, l'Humagne me faisait un bien fou. Assis en silence dans un recoin de la salle, je me mettais en condition en observant les gens normaux autour de moi, qui me faisaient comme un sas avant d'aller où j'allais. Salut, je peux m'asseoir? De taille moyenne, elle avait quelque chose de chien dans le regard. La plupart du temps, je ne réponds rien lorsqu'un inconnu ou une inconnue s'adresse à moi, et certaines personnes interprètent mal ce manque de réaction. Je la vis se laisser tomber d'autorité sur la chaise devant ma banquette, et puis se relever la seconde suivante pour partir à la recherche d'un verre propre. Elle s'en empara derrière le bar en tapant amicalement au passage l'épaule de mon ami barbu, et de retour, elle nous servit tous les deux de ma bouteille, d'autorité encore une fois, avant de se mettre à parler en prétendant m'avoir déjà vu. Ah, oui, sur son ordinateur. Je présentais le journal. Je vois le genre d'intérêt que vous me portez, mademoiselle. Oh non, s'insurgea-t-elle avec un accent charmant. Et d'ailleurs, je vous connaissais avant ça. Non, pas possible. Si. Et vous n'allez pas me croire, mais on s'est déjà croisés à l'opéra. Eh ben ça alors. Donc à l'opéra. Oui, je me trouvais assise derrière vous. Elle parlait moitié en s'expliquant, moitié en s'emportant à cause de l'ironie de mon sourire, et ses yeux semblaient dire: une fille comme moi ne va pas à l'opéra, c'est ce que vous pensez, n'est-ce pas? L'opéra, bien sûr, où avais-je la tête? Eh bien, figurez-vous, mademoiselle, que je me rappelle très bien votre visage. Avec ce qu'il m'arrivait d'avaler à cette époque, les jours où j'allais me montrer au spectacle, dès les lumières éteintes, c'est à peine si je distinguais la scène. Ça passera pas? Ah bon? Demanda-t-elle. Mais oui. Alors c'est vrai, vous m'avez remarqué, moi? C'était passé. Grosse fatigue de tous. Si je vous ai remarqué, eh bien, vous en pensez quoi? Demandai-je tout en soulevant haut mon verre, trinquant avec elle dans l'espace. Je précise que s'il est primaire de renvoyer systématiquement toutes les questions, la plupart des gens s'y laissent prendre, sauf bien sûr ceux pour qui l'interview est un métier. Non, je ne pense pas que vous m'ayez vu, répondit ma visiteuse après réflexion. On aurait pu conjecturer longtemps là-dessus. Elle remplit à nouveau nos 2 verres, du geste de celle qui travaille ou a travaillé dans la restauration. Je vous connais de toute façon autrement, ajouta-t-elle après une minute, mystérieuse. Ah? Tiens donc. Oui, à cause de vos fins de nuit. Là, je ne répondis évidemment pas, mais tout en songeant que Zurich n'étant pas si grande, la chose en soi n'était pas impossible. Je sens bien que là, il faut que j'explique. À cette époque, quand il y avait encore des fêtes à la maison d'Enge, il arrivait que vers 3 heures du matin, nous sillonnions la ville, un ami et moi, à la recherche de n'importe quelle passante à qui nous proposions de venir finir le champagne. Nous roulions en voiture décapotée, et ça ne prenait généralement pas beaucoup de temps. On traînait du côté de boîtes, comme le Diagonal, l'Helsinki ou la Barthe. L'avions-nous déjà ramassé? Je ne vous connais pas directement, précisa ma nouvelle amie, de retour d'une pause cigarette sur le trottoir. Mais j'ai entendu parler de vous. Une nuit, vous avez embarqué une amie à moi. C'était en fin de soirée. Même que vous n'avez pas voulu coucher avec elle ensuite. Ah non. Comme je vous le dis. Je devais être beau à voir. Ou l'ami vraiment très moche. Désolé. Mais je suis un macho capable de ces remarques très connes.
Elle se présenta chaque jour à la même heure dans ce bar de la Gotthardstrasse, et moi aussi. Comme son physique me déplaisait, j'ignore aujourd'hui par quelle péripétie nous passâmes pour que je retrouve, un matin, ces deux gros pieds nus faisant craquer le parquet de ma chambre. C'est quoi ces photos me demanda-t-elle. J'ouvris péniblement un œil. Elle se tenait à genoux de mon côté du lit. Déjà maquillée, elle donnait l'impression d'être réveillée depuis des heures. Je vous demande pardon? Ces couvertures de magazines encadrées sur un mur du bureau. Il faisait grand jour dans la chambre. J'avais toutefois l'impression de m'être couché à peine une minute auparavant. La maison sentait le café. Un plateau garni se trouvait posé sur la deuxième commode, celle près de la fenêtre. Mon père faisait collection de commodes. Mes yeux se refermèrent. Ennemi de toute initiative entre ces murs, qui sont comme le sanctuaire de mon impossible acclimatation, et de façon un peu maniaque, je déteste l'idée de nourriture en dehors de l'immense cuisine de la maison. Une vingtaine de personnes vivaient ici quand mon père était enfant, c'est-à-dire avant qu'il n'agrandisse les lieux par des travaux déjà inutiles à son époque. De surcroît, dans mon esprit, il manquera toujours quelque chose à un petit déjeuner sans presse écrite. Rouvrant les yeux, je m'aperçus qu'elle avait passé une chemise à moi, ce qui trahissait une fouille en règle de mes dressings. Bon, c'était basique ça. C'était toujours la même personne sur ces couvertures de magazines, insista mon invité. Mais bon sang, de quoi parlons-nous demandai-je en me dressant sur un coude, ce qui allait l'obliger à se reculer. Sauf que non. Lara Jones. Pardon? Lara Jones, la mannequin. Ah oui. Vous la connaissez, c'est votre amie? Nous jouions à prolonger le vouvoiement du premier jour. De mon côté, vous voyez tout le monde m'aide à ne m'embarrasser d'aucun prénom, je l'ai déjà dit. Sauf qu'elle s'était mise à croire que c'était un jeu entre nous, une intimité. Elle déclara d'ailleurs un soir, dans un intéressant accès de linguistique alcoolisée, je trouve que je vous dis merde, ce sera jamais comme je te dis merde. C'était joli, non? Mais c'est un autre sujet. Qu'allez-vous imaginer, répondis-je en me dégageant pour passer un peignoir, et tout en réfléchissant au moyen de la foutre le plus rapidement possible à la porte. Sauf qu'en manque cruel d'inspiration les minutes suivantes, il me fut impossible ne serait-ce que de l'amener à laisser tomber le sujet Lara Jones. Et en beurrant des tartines que personne n'allait manger, oui, je me souviens qu'elle fit ce geste, elle revint sans cesse à la charge, ce qui équivalait de sa part à une perte de temps totale. Si je ne sais pas grand-chose, je n'ignore pas que concernant la jalousie féminine, nier opiniâtrement constitue la seule ligne de défense efficace. Le premier soir, je crois vous avoir expliqué que je n'avais pas d'amis attitrés. Ma voix outrait le rôle du personnage flegmatique, ça pouvait l'énerver, lui donner envie de partir. Mais non, toutes ces photos. Non, je peux pas vous croire. Eh bien, vous avez tort. Lara Jones est ma cousine, inventai-je comme ça sans réfléchir. Et décidément pas du tout inspiré ce jour-là. J'ajoutais en fermant les yeux de lassitude, vos doutes me vont droit au cœur, et ils me font mal. C'était du haut n'importe quoi. Mais bon sang, qu'elle sorte d'ici, qu'elle s'en aille, rassurer tout ce qu'on voudra, mais qu'elle s'en aille. Ah, alors c'est pour ça, réfléchit ma sorcière à haute voix, tout en quittant la table. Je lui avais demandé de retransporter son plateau jusqu'à la cuisine. Ah, enfin, un départ en vue? Oui, mais sauf que non. Elle comptait juste refaire 2 tasses de café. Merdoum. Et de retour la minute suivante, de toute façon, vous vous foutez complètement que je sois là avec vous ou pas. Mais comment ça? Je veux dire, que ce soit moi ou une autre, c'est pareil pour vous. Je me demande même si vous connaissez mon prénom. En ne posant jamais la moindre question directe, vous n'avez pas forcément besoin de connaître les prénoms. Vous voyez, je suis pas complètement idiote, je commence à vous comprendre, j'analyse un peu votre façon de vous exprimer. Et votre air de ne jamais y toucher. Je vous jure bien que vous ou une autre, c'est pas pareil. Ce lustre sous nous est magnifique, remarqua-t-elle, en levant soudain la tête, passant du coq à l'âne. Soupir. Il s'agissait d'une horreur ramenée de Murano, tape à l'œil et colorée trop vivement pour la pièce aux murs jaunes, pâle, dans laquelle nous nous trouvions. Dans les minutes suivantes, je protestais contre le manque d'intérêt dont on m'accusait. Sa présence m'amenait au contraire à remettre bien des choses en question. Et à un moment, une sorte d'étincelle s'alluma dans ses yeux. Ah, enfin, mon Dieu que j'étais là. C'est ce qui explique que je fusse sans autre alternative que de créer le doute afin qu'elle parte, loin d'ici, ronger l'os d'espoir que représentait à ses yeux mon célibat. Je précise que dans mon métier, on prononce quotidiennement les mensonges les plus éhontés. Et résultat, ce fut la mine presque réjouie qu'elle prit un peu plus tard le chemin de la gare d'Engue, afin de aller m'y chercher les journaux. J'avais pas trouvé mieux.
Je suis décevant, hein. Les femmes sont ma faiblesse. Enfin, une de mes faiblesses. Ce n'était pas vraiment une victoire éclatante, mais je ne m'étais pas montré capable d'obtenir un vrai départ. La garce était décidément un peu fortiche. Elle s'était mise entièrement nue au milieu du salon après une remarque au sujet de la chemise empruntée, et comme l'intégralité de ses vêtements se trouvait au même moment dans la machine à laver, alors, et tout en songeant que je m'étais connu des capacités de conviction plus marquées, vaincu, j'avais baissé la tête en lui prêtant une tenue de sport afin de l'envoyer me faire une course. Question psychologique rampon, il y a des matins où l'on a moins d'à propos que d'autres, me rassurais-je en m'habillant à toute vitesse, car elle n'allait évidemment pas me retrouver à son retour du kiosque. Lara Jones était donc ma cousine, mais dans quoi je m'étais embarqué? Pour être complet, je dois ajouter qu'à cette époque, ma sorcière avait besoin de croire en quelque chose qui la rassurerait sur elle-même, et de se trouver en concurrence avec un modèle international était sans doute motivant. Je n'ignorais rien de sa situation personnelle, elle parlait beaucoup, et suite à cette première visite chez moi, dans mes murs en pierre avec des cariatides, elle avait mentionné la proposition insistante d'un mec de son village, clandestin à Zurich, et qui se proposait de l'aider à régler ses soucis d'argent en devenant travailleuse du sexe. Le type avait des connexions dans ce milieu. Vous en pensez quoi m'avait-elle demandé, tout en tenant à la verticale au-dessus de mon verre une fin de bouteille. Je déteste ce geste, qui allait pourtant bien avec le décor Michelin et les pompes à essence. Je n'en pense évidemment rien. Et ce serait où? Du côté de la Rote Fabrique, mais ça sera provisoire. Et puis la maison en question est cotée. Ah, si c'est coté alors. Et un peu plus tard, ce même soir, vraiment, Lara Jones n'est pas votre amie. Le lendemain du jour où vous êtes parti en préférant oublier chez vous, j'ai aperçu des photos de vous deux sur un site allemand. Vos doutes me sont pénibles. Cette maison appartient à mon père, qui se trouve être aussi le grand-oncle de Lara. Le bureau avec les photos, c'est le sien. Et pas le vôtre. Non, je dispose de bureau au studio. Je ne travaille jamais dans cette baraque que je déteste. Il vit encore? Il vit encore qui donc? Votre père. Pourquoi non? C'était complètement faux et vérifiable. Mais à cette hauteur du championnat, on n'était plus à un mensonge près. Alors Lara Jones est de votre famille. Nous sommes cousins, je vous l'ai dit. Elle conserve quelques affaires à Zurich. Est-ce que ces encadrements ressemblent à quelque chose qui pourrait être à moi? Mais pourtant, le site utilisait le mot idylle en légende d'une photo de vous deux. Je pourrais vous énumérer une liste de jeunes personnes avec qui une certaine presse m'a déjà fiancé. C'était plausible, et au final, mes mensonges attirèrent un curieux commentaire. Quand même, ce qu'elle est maigre, la salope. Les femmes, le coq à l'âne et l'impossibilité de communiquer jamais. Voilà, c'est encore une phrase de macho. Et soudain la tuile. Comme à cette époque, je ne mettais effectivement jamais les pieds dans le dit bureau, toute l'histoire des photos encadrées me sortit de la tête, jusqu'à un soir où, de passage en Suisse pour assister à 2 projections, invitée au Festival du film de Zurich, à peine Lara eut-elle tourné les talons, une limousine d'agence de pub passait la prendre, que le carillon de ma si jolie porte avec cariatide se mit à tintinabuler. Imaginant quelque oubli de clé, j'ouvris, et là je tombais sur mon étudiante, prostituée débutante, laquelle débarquait à l'improviste malgré nos accords. Merdoum. Pas de panique. J'avais devant moi le temps de 2 visionnages, et les choses pouvaient encore se régler en douceur. Voire plus, si affinité. Et en un clin d'œil, je planifiais de gentiment raccompagner ma visiteuse le plus loin possible d'Engue, mais non sans me laisser tenter par un petit truc rapide au préalable. Par pur esprit de contradiction, ça ne refait pas. J'évitais toutefois soigneusement mon lit par égard pour Lara, on n'est pas des chiens, et donc le sofa du bureau conviendrait, d'autant que ma sorcière en aimait les photos encadrées. Et tout alla bien, trop bien, jusqu'à un moment où, comme je levais les yeux debout au milieu de l'action, horreur, ce fut pour apercevoir 2 phares de taxi et une portière de voiture qui s'ouvraient face à mon Porsche. Merdoum et remerdoum. Coup d'œil au smartphone, message. À cause d'un début de migraine ophtalmique, Lara rentrait sans assister au second film, et encore moins au dîner qui était prévu. Or, il se trouvait qu'il n'existait, et il n'existe toujours, qu'une seule sortie praticable dans la maison redessinée par mon génie de père. Après une minute de tergiversation chuchotée, j'intimai à ma conquête aux pieds de sorcière de sortir en fonçant droit devant elle. Hein, quoi? Bruit de porte d'entrée qui claque en se refermant au loin. Je répétais plus clairement ce que j'attendais. Pas le temps de vous expliquer les subtilités du théâtre de boulevard. Vous baissez la tête et vous foncez. Hein, mais qu'est-ce qui se passe? Elle comprit, se rhabilla à la va-vite et accepta, mais à condition que je la rejoigne dans la rue. Bien sûr, tout ce qu'elle voudrait, mais qu'on sorte d'ici.
Marié, il est marié, répétait-elle en ajustant sa jupe. Ce fumier est marié. Qu'est-ce qui lui faisait prétendre un truc pareil? Mystère. Cette espèce d'ordure est mariée, continuait la mi-sorcière en passant ses bottes, n'en revenant pas. Et dans le rictus sur son visage, il y avait autant d'admiration pour moi que de rage contre elle-même. Briefée une seconde fois, elle avait traversé le rez-de-chaussée en trottinant, passant à 2 mètres d'une Lara Jones médusée, et moi sur ses talons parce que Lara avait la fâcheuse habitude, new-yorkaise, de toujours verrouiller derrière elle. Connaissant la serrure et le lourd rideau de la porte d'entrée, je savais que les choses seraient plus rapides si j'ouvrais la porte. Plus sûres aussi. Une fois ma sorcière sur le trottoir, en direction du coin de la rue où elle m'attendrait, je retournai sur mes pas, et dans le salon, littéralement écroulé sur le sofa, Lara me regarda longuement sans un mot, les yeux grands ouverts, et tout en se tenant le crâne. Le plus simplement du monde, j'expliquai alors la déprime de l'amie officielle d'une connaissance à moi, que je venais de retrouver assise devant ma porte et en larmes. Hein? Mais oui. Que faire, sinon se montrer charitable? La pauvre fille venait de faire une tentative de suicide, et au sortir des urgences, un taxi l'avait conduite directement ici. De l'Unispital à chez toi? Non, d'Irslanden, c'est tout près. Et pour quelle raison, chez moi? Putain de question. Justement, j'avais pas encore réussi à le démêler. Cela m'avait surpris, moi aussi. Elle avait prétendu que j'étais quelqu'un de droit et que dans l'entourage de son ami, il n'y en avait pas tant que ça. Lara était éberluée. Mon truc n'était pas bon, mais j'avais rien trouvé d'autre. Et puisque le pire n'est jamais l'ennemi du mauvais, je conclus la minute suivante en expliquant qu'il semblait plus prudent au vu de la situation et plus humain aussi de raccompagner cette pauvre fille chez elle. Je passerai ensuite chez mon ami, prévenir et demander de quoi il retournait. Est-ce que Lara pouvait m'attendre? Je n'allais pas être long. Tu comprends qu'elle n'aille pas recommencer se suicider au bout de la rue en sortant d'ici. Le si parfait visage de Lara Jones exprimant un début de doute, je haussai les épaules d'impuissance devant les mystères féminins, suite à quoi et sans attendre de réaction, je m'emparai d'un impair et je sortis. Bien m'en prenait. Au même moment et lassé de patienter dans la rue, l'autre revenait à la charge. Mon bluff n'avait évidemment pas pris. M'ayant vu au JT, Lara connaissait mes talents, et quelques heures plus tard, je trouvai un mot collé contre une porte chez moi, celle du bureau que je n'avais pas eu le loisir de remettre en ordre. Quand je suis absente, ok, même si ton peu d'exigence me blesse. Mais quand je suis là, je me sens insulté. Je ferai enlever mes affaires. C'était beau, c'était classique et simple, comme Lara en fait. Si mon naturel dispose d'une trappe pertes et profits, au vérin bien entretenu, mon étudiante au gros pied ne sembla pas aussi facilement digérer l'épisode. Et, alors que j'étais en pleine recherche de la marionnette suivante à installer dans la vacuité de mon existence, elle me téléphonait, me suivait dans la rue, m'écrivait des lettres, elle fit même vibrer sans cesse mon téléphone pendant des semaines, et chaque fois qu'elle réussissait à me coincer, avec une audace contre laquelle les plus sélectes adresses de la ville semblaient impuissantes, il faut dire qu'elle disposait d'un réseau actif dans les coulisses de ces endroits, j'avais droit au même ridicule. Si je n'avais pas menti le fameux matin où l'on s'était expliqué au sujet de ma cousine, pourquoi ne pas la lui avoir simplement présentée? J'avais honte d'elle ou quoi? Mais non, qu'allez-vous penser? Honte de vous? Comment avait-elle pu gober cette histoire de cousine? Mystère. Il y avait d'une part l'humiliation qu'elle avait ressentie au sortir de chez moi comme une voleuse. Ah bon? Il y avait ensuite tous mes silences depuis, je la fuyais, c'était manifeste. Mais pas du tout. Et puis, il y avait aussi ses sentiments pour moi. Non. On peut penser que si cette année-là les soirées pluvieuses avaient été moins nombreuses dans le canton, je me serais contenté d'envoyer cette jeune personne s'activer du côté de ses nouvelles activités professionnelles. Mais on est faible à Zurich quand il pleut sur les cariatides et qu'on vit entre des murs vides. Disons les choses ainsi. Je commis donc l'erreur de renouer, en me disant que la scène Lara lui passerait comme elle m'était sortie de la tête à moi, suite au départ de Lara. De surcroît, ma sorcière disait avoir démarré une relation avec un client régulier, et puis une autre avec ce peintre que vous m'avez mis entre les pattes. Ces rencontres paraissaient l'occuper, et elle semblait passer à autre chose. Mais en fait non. Et un jour, une assistante de plateau va me prévenir que quelqu'un faisait du tapage en me demandant. Et cette personne se trouve? Dans le hall, à l'accueil. Non. Cette fois, elle n'avait pas passé l'accueil. Elle était d'habitude beaucoup plus fortiche. Me doutant évidemment de qui pouvait être ce quelqu'un, je ne me donnais pas la peine de descendre et je laissais la sécurité débrouiller le cas. Erreur. Des mois plus tard, et grâce aux confidences d'une collègue qui animait l'émission mode de ma chaîne, je reconstituais ce qui s'était passé avant l'arrivée au studio de ma sorcière. La saison des collections printemps-été battait son plein, et Lara, apparaissant dans plusieurs défilés, pour une raison que j'ai oubliée, son agence lui avait organisé à Milan une conférence de presse.
Mon amie sorcière s'était débrouillée pour faire le voyage, et je ne sais pas non plus comment, mais elle avait réussi à l'approcher. C'est moi, je suis la personne chez votre cousin à Engue. Et Lara Jaune de répondre, sans doute. Alors comme ça, vous connaissez mon cousin. Mais cette information est très intéressante. Oui, et donc ce soir-là, quand vous êtes rentré avec des maux de tête, c'est moi qui l'a fait sortir un peu brutalement. Je crois qu'il avait honte de moi devant vous. Vous êtes très belle, il faut dire. Les hommes, expliquez-moi tout ça. Et l'autre, qui venait de se taper un parcours du combattant pour arriver jusque-là, a dû se faire un malin plaisir de détailler notre petite affaire. Et c'est ainsi que pendant la soirée, ensuite, votre cousin m'a, comme qui dirait, confié à un ami artiste. On est ensemble depuis. Et qu'est devenu ce garçon à cause duquel vous vouliez vous suicider? J'ai jamais voulu me suicider, moi. Ah, c'est intéressant, là encore. Non, j'étais juste passé voir votre cousin, nous étions ensemble. Vous étiez ensemble. Oui, et c'est à partir de ce jour qu'il a commencé à refuser le moindre contact. Je vois bien que je suis pas jolie comme vous, mais aidez-moi, je l'aime, vous comprenez? J'ai un autre ami, mais je sais que je l'aime. Et Lara de répondre, sans doute, pensez si je comprends. En gros, vous voulez que je vous aide à reséduire mon cousin. Est-ce qu'en réalisant sa méprise, on se serait mis à carrément me haïr? Cela expliquerait le kidnapping. Mais tant d'années plus tard. Dans la rue après. Il faut que je me remémore ce qui s'était passé dans la rue après. Nous avions marché en silence en direction de notre bar-garage préféré. Pas question d'aller ailleurs, d'être vu en sa compagnie, d'autant que ce soir-là, et pour une raison facile à comprendre, je n'avais pas eu le courage de l'empêcher de me prendre par le bras. Or, chemin faisant, elle avait rencontré un groupe d'amis rieurs. Nous étions Genferstrasse, je me souviens. Ils étaient tous plus jeunes que moi, étudiants pour la plupart, et le rôle de papy qu'on traîne parce qu'il rince me convenait mal, mais je ne pipais mot, il me fallait évidemment ma dose. Le bar était presque vide à notre arrivée, ça sentait de plus en plus la faillite, et un tapeur notoire, artiste de son état, s'approcha de notre table. D'origine albanaise lui aussi, il raconta qu'il nous savait ensemble, ma sorcière et moi, et qu'il le déplorait. De mon côté, j'avais une ou deux fois entendu discourir le jeune homme pris de boisson. Et malgré sa moto et des allures Hells Angels, toujours un peu ridicules dans nos montagnes, j'avais bien aimé son idée fixe que la civilisation occidentale arrivait à son terme, et que nourri par McDo et pourri par Disney, l'Homo modernicus vivait ces dernières décennies. De nouveaux arrivants s'installèrent à notre table au fur et à mesure de la soirée, et à un moment j'appris qu'il avait récemment emmené tout le bar visiter son atelier. On m'expliqua aussi que cette idée de fin de civilisation était le thème central de son travail. Les bonnes soirées n'étant jamais où on les attend, je me souviens que ce ne fut pas avant 3 heures que je me penchai à regret vers ma voisine, qui tenait ses deux gros pieds déchaussés sur la jambe d'un type en face d'elle. Je passe un moment agréable, mais il va falloir que je rentre. Votre cousine vous manque? Pas vraiment, non. Vous savez, je me fais aucune illusion. Je sais que vous avez d'autres femmes, mais pour cela, il faudrait que vous me disiez. Ah tiens. Oui, parce que contre une Lara Jones, je peux pas lutter. Avouez, dites qu'elle est votre amie. Elle suppliait. C'est vrai que ça aurait été plus simple, mais elle avait dit avouer. Or, c'est le mot tabou, car jamais on avoue. Lara Jones est de ma famille, répétai-je. J'ignore ce que vous allez imaginer, et quant au reste, voilà ce que je pense. C'est exactement un garçon comme cela qu'il vous faut. Et je désignais du menton l'adepte du déclin civilisationnel. Voilà un garçon gentil, suffisamment ambitieux, pas méchant pour un sou, et qui ne demande qu'à être cornaqué. Vous auriez de l'ambition pour vous deux. Et lui, il vous donnerait la vie dont vous rêvez. Et parce que vous, non. Je haussai les épaules et me retrouvai dans la rue sous la pluie. En ce moment attaché trop serré, mes mains sont parcourues de fourmillements. Je ne vois rien et même en ayant fait glisser le casque audio, je n'entends presque rien non plus. Je ne suis pas seul. J'ai l'impression que la petite structure, cette sorte de cage en verre épais dans laquelle je suis prisonnier, se trouve rangée à côté d'autres à l'intérieur d'un hangar très haut de plafond, mais impossible de savoir où juste. Au cours des années qui suivirent, l'artiste que j'avais acoquiné à l'encombrante sorcière devint célèbre. Il fit les honneurs de la presse à de multiples reprises et devint incontournable grâce à une réalisation qui attire, aujourd'hui encore, des milliers de touristes sur les sommets de la commune de Wädenswil. Il s'agit d'une immense fosse bétonnée à ciel ouvert, mesurant 40 mètres de profondeur, large comme la moitié d'un terrain de football, et dont le pourtour est parcouru de garde-fous inclinés sur lesquels les enfants s'allongent pour voir en bas. D'avion, cela ressemble à un cadre géant en verre et en aluminium.
Pour descendre au fond de cette fosse conçue sur le modèle de celle qui accueille les déchets radioactifs, la structure dispose d'un minuscule ascenseur panoramique présentant deux particularités. La première, c'est de ne pouvoir accueillir qu'une seule personne à la fois, d'être programmé pour l'attendre et de ne remonter de la fosse qu'avec le poids exact de cette personne. Vous êtes donc condamné à descendre seul, à regarder le ciel tout en vous demandant si vous allez y rester, puisque, seconde originalité de cet ascenseur, il a été programmé pour se détraquer une fois toutes les 66 600 utilisations. Le credo de cet artiste est le suivant: les gens sont assez bêtes pour s'enfermer eux-mêmes dans une cabine, en sachant le machin pas fiable. Et le fait est. Je me souviens du tollé dans les journaux avant l'inauguration. Et face à cette installation monumentale, tournant structurellement le dos aux élémentaires consignes de sécurité attendues d'une infrastructure à usage collectif, la brigade des sapeurs-pompiers de Wädenswil prévint qu'elle ne déploierait aucun zèle à secourir quelqu'un s'étant volontairement mis en danger. J'ai lu qu'il sculptait aussi des prises électriques géantes, dans l'idée qu'un jour quelqu'un serait assez stupide pour y passer le bras. Grand amateur de Tinguely, il fabrique aussi des micro-ondes en état de marche, mais ayant la taille et la forme d'un cercueil. L'idée est que, dans 100 ans peut-être, quelqu'un sera assez dégénéré pour y enfermer un congénère. J'ai lu aussi que lui et elle étaient devenus immensément riches et qu'à force d'élever un mélange de cynisme et de second degré au rang des beaux-arts, de spéculer sur la bêtise, il avait réussi à faire parler de son travail jusqu'aux États-Unis. En particulier en imaginant un jour un produit bancaire axé autour de sociétés fabriquant exclusivement du poison, des armes, du matériel pour abattoir et des mines antipersonnelles. Sa saison artistique s'intitulait cette année-là Death is my business. Sorry, I am human. Je revois même l'interview sur une chaîne concurrente d'un professeur d'économie admettant que son produit financier avait toutes les chances de devenir rentable. Hier, la vie m'a présenté l'addition. Mes fêtes eurent leur heure de gloire, et puis leurs flots se tarirent. Si je me levais encore à midi à l'époque de Lara Jones, pour un peu de sport, aujourd'hui je ne prends même plus cette peine. J'émerge vers 17h en lisant lentement les journaux, puis je sors de cette maison que j'ai commencé à appeler la maison des portes closes, à cause de ce matin où je retrouvais au pied de mon lit, à l'intérieur d'un plat ayant appartenu à mon père, une salade de clés, avec même de l'huile et du vinaigre dans cette salade. J'avais ce matin-là le vague souvenir d'avoir déliré la veille sur l'influence de mon père, mort diabétique, jusque sur ma façon de me nourrir. Ensuite, et face à un café, de l'aspirine, je pris le temps de reconstituer qu'en réaction à ces murs vides, froids et désormais silencieux, j'avais cueilli ces curieux fruits pendant la nuit, faisant le tour des étages, en fermant chaque porte avant d'en retirer la clé, épargnant toutefois le cellier, l'immense cuisine, la salle à manger et la suite que j'occupe au premier. Une fois le saladier et les clés passées au lave-vaisselle, je n'avais ensuite plus jamais rouvert les autres portes. Ma vie d'aujourd'hui n'était plus ce qu'elle était. J'arrivais au studio vers 19h, j'y grimace une trentaine de minutes en face d'un prompteur rédigé à mon attention par la rédaction d'une chaîne de seconde zone. Le grand journaliste est devenu speaker, et il gagne à ce titre le tiers de ce qu'il gagnait 10 ans auparavant. Suite à cela et sans attendre, je fonce m'oublier dans ces adresses que j'affectionne, bar d'hôtel le plus souvent. Et ce fut là qu'hier soir, devant l'un d'entre eux et appuyé contre la portière du premier taxi d'une file de 5, une femme en robe lamée fumait en m'attendant. De loin, on la sentait arrangée, un de ces physiques de télé-réalité bluffant la première seconde, mais sur lesquels, une fois rapprochés, vous voyez remonter les artifices, chirurgie esthétique ou effort d'esthéticienne, en identifiant, consterné, le type de beauté auquel on a essayé de les faire correspondre. Comme je ne la remettais pas tout de suite, elle avait pourtant une boîte d'énergie drink à la main, elle dut se rappeler à mon souvenir. Je me mis alors à repenser au passé sans vraiment écouter ce qu'elle disait. Il était question d'une exposition en Asie à laquelle son mari participait, et d'une envie un peu folle de nous retrouver, après toutes ces années, ce soir, tous les deux. Juste un soir, mais un soir vraiment à nous. Dégoûté par la vie qui m'imposait des scènes façon pied de nez de Dieu, ou boomerang de mes bêtises et égoïsmes, je souris à ce spectacle vivant qui s'offrait à moi, à la caricature animée qui synthétisait ce soir l'ensemble des figurantes ayant, depuis des années, meublé mes gringolades. Depuis des années, ça ne veut rien dire. Depuis la disparition de mon père, une autre histoire que j'ai pas le temps d'aborder maintenant.
Le chauffeur de taxi me fit signe de la main. Sa manifeste complicité dans la combine m'exaspérait, et c'était là une exaspération bienvenue. Elle servit de dérivatif, et des mots me vinrent. Atteinte à mon droit à la tranquillité. Coup de canif dans mes habitudes de reclus. Et ce fut ainsi, occupé par ces pensées stériles, que je choisis évidemment de m'installer sur la plage arrière. La voiture démarra et ma voisine se lança dans je ne sais quel radotage. Je revis en songe la maison d'Engue pleine de lumière. J'entendis mes murs renvoyer les rires d'inconnus bariolés. Je refis en pensée ces tours de Zurich en décapotable la nuit, toutes ces folies qui constituèrent la seule période un peu lumineuse, latine, de mon existence. Nous roulions, j'étais roulé en fait, et la garce n'avait pas eu besoin de donner une adresse au chauffeur, il savait. J'avais oublié ma détestation des taxis que l'alcool m'impose de fréquenter, et je fermais les yeux en rêvant aux plus belles pages de Gatsby le Magnifique, cet ouvrage culte que je prends soin depuis des années de ne jamais relire pour ne pas casser la magie de mon souvenir. Notant que ma sorcière portait des sandales à talons d'une vulgarité sans nom, je me renfrognerais davantage au fond de la banquette. Décidément, le gouffre peut être profond, me dis-je. Creux, pas profond. Elle expliqua qu'elle nous emmenait à la maison qu'ils habitaient, elle et son artiste de mari, et leurs 14 animaux. Après un silence, elle précisa qu'elle se serait attendue à une question autour de ce qu'elle venait de dire. Je détournai la tête pour toute réponse. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder devant moi, je regardais par la fenêtre. Non mais quelle horreur! Quelle horreur que tous ces gens qui ont prétendu vous aimer, mais qui n'ont pas la moindre idée de qui la personne que vous êtes vraiment. Elle me confondait avec les siens, avec les ceux comme elle, dont j'avais toujours exécré le conformisme. Non mais 14, 50 ou 200 bestioles, comment pouvait-elle ne pas sentir que pour le macho que je suis, sans l'assumer à haute voix, mais avec des gestes éloquents, elle aurait tout aussi bien pu héberger toute une colonie de gorilles. Comment pouvait-elle ignorer mes peu de curiosité à son endroit, moi qui n'ai jamais fait semblant de m'intéresser à qui que ce soit? Et cette propension n'allait pas évoluer ce soir dans l'état où elle me retrouvait. Sois convaincu que la seule chose qui me reste est une fidélité rigoureuse et opiniâtre à cette sorte de féerie égoïste qui me tient éloigné de moi depuis des siècles. Je sais, répondis-je, lorsqu'elle annonça que nous arrivions. Votre mari est un festival de cinéma, et il a mal à la tête. Hein? Mais non, je viens de vous expliquer, il était à Taïwan. J'ai souri. On ne se souvenait apparemment pas de tout. Pendant qu'elle réglait le taxi en parlant une langue que je ne comprenais pas, tenté de repartir à pied jusqu'à Henge, j'ai songé à lui demander de me rappeler comment elle s'appelait, histoire de dire au revoir en me souvenant, au moins une fois, de son prénom. Sauf que ça aurait été sans doute compliqué les choses. Que je suis alcoolodépendant, alors au lieu de ça, je l'ai suivi à l'intérieur d'une autre énorme baraque, Cry 6, celle-là, où à coup sûr on trouverait quelque chose à boire. Elle me fit asseoir dans un salon plus vaste encore que le mien fermé à clé, et puis je l'ai regardé sortir de son emballage une bouteille de Black Label. Est-ce que ses gestes montraient trop sensiblement que la bouteille était neuve? Je n'ai pas réfléchi, et je sais que ça ressemble à un classique, mais suite à cela, comme dans les films, quelques minutes après le premier verre, le sol devint mou sous mes pieds. Et lorsque longtemps plus tard, une sorte de bruit larcène m'a réveillé, je me trouvais entravé pendant qu'une voix, sa voix, parlait dans un casque sur mes oreilles. Me remémorant alors l'aspect morbide des sculptures happening et autres bazars conceptuels de son mari, The grand artiste suisse, le sentiment me vint très vite que le mécanisme d'ouverture ne se révélerait pas forcément le point fort de la cellule, cage en verre, épais, à l'intérieur de laquelle je me trouvais. Au fait, pourquoi ces efforts, la robe lamée, le Black Label et tout le reste? J'étais qui pour elle? Putain de question, vraiment. 15 minutes! À nouveau, sa voix dans le casque. Réfléchissons, il est temps. Elle aime me savoir sur un sol froid, allongé avec poignets, genoux et chevilles attachés comme les clics sadomaso attachent. Est-elle devenue sadomaso? Se peut-il qu'elle ait tourné comme ça dans le boxon où elle a commencé à travailler sous mes yeux? Des effluves de chlore montent dans l'air ambiant et je comprends que c'est cette odeur qui me gêne depuis presque une heure. Pas exactement une heure et pas exactement non plus du chlore de piscine. Quelque chose de plus concentré, de moins rassurant. Mesdames, messieurs, il est l'heure. Des néons s'allument très haut au-dessus de la mini-cellule dans laquelle je me trouve. D'abord, la lumière m'éblouit, et puis je réalise que je me trouve à l'intérieur d'un entrepôt comme ceux qu'on imagine lorsqu'on pense aux réserves secrètes des USA.
Un ingénieux système électrique détend le lien qui m'obligeait à rester allongé, et aussitôt mes mouvements deviennent plus libres. On ne me relâche pas tout à fait, puisqu'on maintient enserré une partie de mes jambes et mes poignets, mais le reste de mon corps dispose un peu plus de latitude, et je peux appuyer mon dos d'une certaine façon contre la paroi derrière moi, presque m'asseoir. Peu à peu, mes yeux s'habituent à la lumière des néons installés 10 mètres au-dessus du sol, et j'aperçois d'autres cubes disposés autour du mien, à la façon de chars dans un défilé. On devine une silhouette dans chacun de ces cubes, mais à cause du verre épais et jaunâtre, comme du matériel médical vieilli, on distingue mal la personne dans le cube le plus proche du sien. Je détaille maintenant ma cellule. Elle se compose de deux parties et de mécanismes bizarres au-dessus de ma tête. La partie logeable mesure moins de 2 mètres carrés, et l'ensemble évoque un aquarium séparé en son milieu par une paroi en verre, qu'une sorte de bras articulé semble pouvoir soulever à la verticale. De l'autre côté, plus incertain, 50 bons centimètres d'un liquide peu engageant. Du chlore, de l'acide. J'essaye de comprendre la machinerie compliquée au-dessus de ma tête, ainsi que la présence d'un gros tuyau blanc souple, façon évacuation de haute industrielle en place pour traiter les fumées. Ensuite je souris, réalisant que je suis au corps d'une sculpture de son mari, le Sutangeli Sauce Hells Angels sadique. Je regarde en direction des autres aquariums où, comme moi, des gens sont maintenant presque assis. Sans doute ont-ils desserré leur casque en s'aidant de l'épaule comme je l'ai fait. Leur présence me fait penser que ma photo ne fera pas la une dans les journaux demain. Je vais disparaître au milieu de ces inconnus, et ce sera comme lorsqu'un sportif populaire fait partie de la liste des passagers d'un crash d'avion. À l'intérieur de l'aquarium sur ma gauche, une forme gît dans ce qui ressemble à des excréments. Est-elle là depuis plusieurs jours? On dirait une vieille femme. Putain de question. D'abord, éloigné et indistinct, les cris se rapprochent, et j'ai l'impression d'une vague qui déferle, d'une vague sonore, d'une vague de hurlements. Je suis au bout de la première rangée, et les cris proviennent à présent des cabines derrière moi. Je réalise alors qu'un par un, et dans une sorte d'ordre de progression, chaque aquarium voit sa paroi de séparation remonter et l'acide se libérer. Mais bon sang, ça existe, ça. Les mouvements aquatiques que je distingue font penser à ceux de cachets d'aspirine géants dans des réservoirs d'eau sale. Pendant quelques secondes, la silhouette, maintenue par les jambes, gesticule follement. Elle perd la vie dans des mouvements furieux et brusques. Est-ce que depuis des années, cette femme caresse la morbidité de son sculpteur de mari dans le sens du poil juste pour en arriver là? Putain de question, vraiment. En tout cas, le sujet va cartonner au journal télévisé. Et j'imagine déjà le monde journalistique défilant sous ce hangar. Des bruits de ventilateurs arrivent de partout. L'odeur d'acide et de chair devient prégnante. Et ce qui se passe en moi est étonnant. Je ne ressens aucun de ces sentiments, peur ou angoisse, que l'on redoute en songeant à l'instant où l'accident sera là. Je me dis juste que ce sera bientôt la fin. Et ce constat me paraît aussi caricatural que tout le reste. Presque vulgaire. Je vais donc avoir une mort vulgaire. J'ai pas mérité ça, il y a méprise. Je trouve que c'est très long toute cette histoire. J'imagine un passager dans un avion en vrille qui regarderait sa montre en songeant que ça n'en finira pas. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une vieille femme dans l'aquarium sur ma gauche, d'une très vieille femme. Je ne distingue pas ses traits de visage, même lorsqu'elle colle sa joue contre la paroi de verre. Depuis un moment, elle pleure en tapant contre la vitre, sans espérer la briser. Lorsque son tour arrive, le mécanisme de la cage entre en action et la vieille dame se met à fondre, à se dissoudre. Voilà, à tout seigneur, tout honneur, lance une voix papotante dans le casque. J'ai changé d'avis au dernier moment. Ma mère d'abord et vous en dernier. La police a été appelée. Elle sera là dans 10 minutes. Mais comme vous vous trouvez dans un abri anti-atomique, percer la porte risque de leur prendre un peu de temps. Ce qui nous en laisse autant pour discuter, pour causer. Ici, c'est un ancien abri anti-atomique. Ces cages s'appellent le Kit Mafia. Un joli titre, non? Putain de question. Les titres, c'était moi. Ça me revient maintenant. Lorsqu'elle parlait, on avait toujours l'impression qu'elle bavardait. Nous ne nous étions pas connus très longtemps, mais ce détail m'avait toujours agacé. Elle donnait l'impression de ne vivre que pour raconter ce qu'elle vivait. Si elle achetait un jean, elle allait jusqu'à répéter la conversation avec la vendeuse. Plusieurs musées ont déjà réservé. Ils ne s'attendent pas à ce que ces pièces aient servi, bien sûr. Même si une vidéo montrant un essai avec un mouton circule sous le manteau. Vous ne dites rien. La mort ne vous émeut pas plus que ça? Faut croire que non. La minute suivante, elle ajoute que mes silences ne l'étonnent qu'à moitié. Pourtant,
Un artiste qui envoie sa femme en prison à perpétuité, c'est du happening, vous ne pensez pas? Parce que vous vous doutez, n'est-ce pas, d'où se trouve mon cher mari à l'heure actuelle? Enfin, une question pas difficile. Il est dans le premier cube. Bravo! Et dire que le pauvre homme n'a rien vu d'arriver. Sans se douter, il est allé passer 2 semaines dans le Valais à travailler sur les bis. Et pour qu'il se détende, le soir où il est rentré, devinez quoi? Je lui ai servi un Black Label. Vous êtes là? Dites quelque chose, j'enregistre, c'est de l'art. Allez quoi, sauvez votre peau, ajoute-t-elle avec des intonations d'enfant déçu. Est-ce que la peur de la mort, c'est la peur de la souffrance? Un bain d'acide, ça doit vraiment être atroce, non? Pourquoi envisage-t-elle de m'épargner moi? Est-ce que l'existence a pu la dégoûter au point qu'elle veuille laisser en vie l'individu le plus écœurant de toute la ville? Et ce serait là le clou de sa démarche artistique? Je vous imagine demain racontant le kit mafia de l'intérieur, et puis nous deux au procès, moi dans le box, et vous en témoin héros sur le retour. Ce serait bien, non? Elle papote. Elle est dingue. Réponse: oui. Oui, sans doute que ce serait bien. Mais ai-je jamais eu envie de sauver ma peau?